Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Qui sont donc ces voyous qui, selon tous les témoins, ont cassé pour le plaisir, sans rien dérober, qui n'ont pas hésité à bousculer, à matraquer des femmes, des enfants, qui profitaient de leur samedi pour faire des achats dans les grands magasins. Nous ne pouvons pas tolérer la violence. Et surtout la violence pour la violence, c'est-à-dire cette espèce de violence gratuite, sauvage, qui consiste à casser, à piller et à se battre contre des gardiens de la paix, contre des agents de la force publique qui sont destinés à assurer la sécurité des Français. C'était en 1979 et les mots d'Alain Peyrefitte, alors ministre de la Justice, résonnent avec une dramatique actualité. L'État et la police, les casseurs, les syndicats, un ménage à trois explosif depuis au moins une quarantaine d'années. À l'aide des archives de l'INA et en plateau avec deux historiens, un spécialiste de la police et un spécialiste du syndicalisme, nous tenterons d'y voir plus clair. Mais avant de plonger dans l'histoire, un point sur l'actualité brûlante de la semaine avec Sonia Donadé. C'est à chaque fois le même scénario et ce 6e jour de mobilisation n'a pas échappé à la règle. En marge des cortèges, la violence s'est invitée. Elle est même montée d'un cran. Ce mercredi, une voiture de police a été incendiée près de la place de la République et des fonctionnaires frappés lors d'une contre-manifestation du rassemblement anti-violence policière. Michel Cadot, le préfet de police, a fermement condamné cet incident. Nous avons un certain nombre d'éléments dont j'espère qu'ils permettront de conduire assez rapidement à des interpellations et en tout cas à des identifications d'un certain nombre de participants à cette manifestation dont je redis qu'elle était interdite et que par ailleurs elle s'est transformée en cortège lui-même non autorisé et violent. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et 5 personnes ont depuis été interpellées. Des personnes qui, pour 3 d'entre elles, faisaient l'objet d'une interdiction de paraître dans une manifestation. Climat insurrectionnel, peut-être quelque chose d'inédit. L'histoire va être là pour nous, peut-être, mettre tout cela en perspective. Alors, sur ce plateau avec moi, Michel Pigenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à Paris 1, spécialiste d'histoire sociale et plus particulièrement de l'histoire du syndicalisme français. Vous avez publié, parmi d'autres, c'est un bouquin collectif, une histoire de la CGT, publié il y a quelques mois aux éditions de La Découverte. L'atelier. De l'Atelier. Et en face de vous, Emmanuel Blanchard. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur ce plateau. Vous êtes aussi historien, spécialiste de la police, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et vous avez écrit une police parisienne, La police parisienne et les Algériens, 1944-1962, chez Nouveau Monde Édition. Alors, première question à tous les deux. En voyant ces archives, ces images, pardon, pas encore d'archives, mais ces images d'actualité, est-ce que vous avez l'impression de voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous qui avez beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux et sur la police? Est-ce qu'on est sur un événement qui vous paraît étonnant, inédit? Alors bien sûr, les images sont spectaculaires et elles sont d'autant plus spectaculaires que quand on voit les images, il y a une sorte de mise en abîme où on voit que ce qui est nouveau, c'est la présence des caméras. C'est-à-dire que tous les manifestants sont équipés de caméras, tous les manifestants filment, la police filme, les manifestants filment la police. Donc là, c'est le critère de nouveauté, d'une certaine façon. Mais en revanche, le fait que dans une période d'effervescence sociale, un certain nombre de groupes visent plus spécifiquement la police et cherchent la confrontation dans des actes qui peuvent être très violents, ainsi que l'incendie d'une voiture par un fumigène, c'est quelque chose qui est loin d'être nouveau. Pour revenir à une histoire simplement courte, le fait de prendre d'assaut un commissariat, par exemple, c'est un acte récurrent dans les années 68, c'est-à-dire en 1968, mais surtout dans les années post-1968, dans les années 1970, à plusieurs reprises, à Paris et en province, les manifestants ciblent des voitures, les cars de police, mais aussi les commissariats. Alors on reviendra beaucoup sur cette décennie 70, mais même avant, hein, Michel Pigenet, je crois que vous aviez envie de me parler d'une date plus ancienne, un petit peu plus ancienne en tout cas. Le 28 mai 1952, un général américain vient prendre le commandement de l'OTAN à Paris et il est accueilli, entre guillemets, par une manifestation qui est organisée officiellement par le mouvement de la paix, de fait par le Parti communiste, et qui est conçue comme une manifestation offensive, c'est-à-dire cette fois, il faut que ce soit la police qui plie. Et cette manifestation est d'emblée interdite, mais elle est très organisée. Plusieurs jours
à l'avance, avec transport de matériel, organisation de colonnes qui convergent en principe vers la place de la République. Et on l'a à l'intérieur du Parti communiste, pour résumer, un des cadres avait dit il faut que ce soit une manif avec des gros manches et des petites pancartes. Des gros manches qui sont forgés dans les usines de la région parisienne les jours précédents. Et le résultat, c'est bien sûr une confrontation avec des centaines de blessés du côté des manifestants, un manifestant tué, Hossein Belaïd, mais aussi des centaines de blessés du côté des policiers. Et ici, des blessures qui ne sont pas simplement des blessures qu'on pourrait qualifier de diplomatiques ou communicationnelles pour, d'une certaine façon, soigner la communication et montrer qu'il y a autant de blessés des deux côtés, avec notamment un policier trépané. Et donc il faut bien avoir en tête qu'à cette époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la haine anti-flic, c'est-à-dire ce que les syndicats de police, en tout cas un certain nombre d'entre eux appellent la haine anti-flic, a donné lieu à des slogans qui étaient des slogans affichés dans la presse, la très puissante presse du Parti communiste, la presse syndicale, avec des slogans tels que « pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule ». Bon, c'est des choses qu'on entend un peu sous des formats différents aujourd'hui. Alors, jamais qu'on aille... C'est des années 30. Oui, alors, jamais qu'on aille dans les archives un peu plus récentes. En 1970, vous avez parlé de 68 comme une date importante. Effectivement, c'est une date de violence, évidemment, très forte en France, de mouvements sociaux, syndicaux extrêmement puissants et étudiants. Et en 1970, peut-être par crainte que cela revienne, l'État français et le gouvernement, à l'époque dirigé par Jacques Chaban-Delmas, décide, en Conseil des ministres, de faire passer une loi dite anti-casseurs. Écoutez comment le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas la défendait face à Pierre Desgroupes. Ça résonne un peu, on est en 1970. Alors puis-je vous demander pourquoi les commerçants sont en prison et pourquoi impunément jusque-là, les étudiants peuvent jeter le matériel de la faculté par les fenêtres? Impunément jusqu'à présent, c'est vrai. Il y a en tout cas une chose qui, elle aussi, est inadmissible, c'est que on puisse, c'est vrai des étudiants, mais c'est vrai dans tous les domaines, qu'on puisse saccager, littéralement briser, endommager, détruire, et les bâtiments, et les installations, et du matériel. Et il est nécessaire que les casseurs soient les payeurs. Et là aussi, le gouvernement va incessamment faire le nécessaire. Il n'a pas encore fait. Il va le faire. Il faut que les casseurs soient les payeurs. Ça, c'est un slogan qu'on va entendre et qu'on entend d'ailleurs un petit peu aujourd'hui. Des gens qui habitent notamment autour de la place de la République qui se disent mais qui va payer? Ça, c'est quelque chose qui va traîner très longtemps et qui trouve une application dès les années 70 avec cette première loi anti-casseurs sur laquelle on va revenir. Michel Pichenet. Oui, mais ce que cette loi de 70 fait, c'est qu'elle solidarise les casseurs, plus exactement les manifestants, des casseurs. À partir du moment où on se trouve dans une manifestation où il y a des casseurs, on est considéré comme étant complice. Et ce qu'apporte cette loi, c'est qu'elle systématise. Au fond, elle vise à ce que personne n'aille dans une manifestation parce qu'il peut y avoir des casseurs. Ce qui est important ici, il me semble, aussi, c'est que nous sommes dans une période où ces années d'après 1968 sont des périodes d'émergence de nouveaux groupes politiques. Des groupes très à gauche du Parti communiste, qui se définissent eux-mêmes comme d'extrême gauche, maoïstes ou non. On peut penser à la gauche prolétarienne, par exemple. Gauchiste, comme on dit à l'époque. Et on a une effervescence qui fait que... Qui ont comme modèle le Parti communiste des années 50. Oui. Celui de 52. Ils font référence... Mais qui veulent justement déborder le mouvement syndical, qui veulent déborder les organisations politiques, accusées d'avoir, d'une certaine façon, en 68, pas été assez loin et de s'être contenté un certain nombre de satisfactions, de revendications matérielles. En gros, réformiste contre révolutionnaire, d'une certaine manière. Alors, vous allez voir la réponse de François Mitterrand, député de la Nièvre. On est quelques jours seulement après cette annonce en Conseil des ministres d'une loi anti-casseurs. Et le député de la Nièvre, François Mitterrand, lui, pointe un risque énorme, un risque pour les syndicats français. En défendant son projet de loi, le gouvernement a voulu dire à l'opinion qu'il entendait frapper les commandos, les bandes organisées, les groupes qui agissent par la violence. S'il s'agissait de cela, on pourrait en discuter. Encore faudrait-il maintenir les garanties du droit. Mais vous savez, les formes nouvelles de la délinquance, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en réalité, nos lois
notre code pénal permettent de répondre à cette question. En vérité, le gouvernement a saisi l'occasion, comme s'il avait voulu profiter des circonstances, pour élargir incroyablement la délinquance possible. C'est ainsi que, en fait, il interdit désormais le droit de manifester, le droit de se réunir. Alors ça, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à des choses qu'on entend aujourd'hui. L'état d'urgence empêche de manifester. En fait, on voit que ce n'est pas le cas, mais cette petite musique de la gauche, c'est quelque chose de récurrent. Attention, ce qu'on est en train de mettre en péril, c'est le droit de grève, le droit de manifester, ces grands droits de la fin du 19e siècle. Alors, si vous permettez, je voudrais quand même revenir aussi sur le contexte. Oui. La loi qui est proposée en 70, elle répond aussi à l'attente, à la pression d'une Chambre qui a été élue en 1968 sur le mot d'ordre « plus jamais ça ouais. ». Et triomphalement. Voilà. Et donc, on sait très bien que Chaban-Delmas, il est gêné aux entournures par cette chambre très à droite. Et d'une certaine façon, là, en quelque sorte, il lâche du lest sur ce terrain pour peut-être essayer d'avoir un peu plus de marge ailleurs. Ça, c'est important de le dire. Et alors, la gauche répond. J'aimerais vous montrer la une de l'Obs. Pile à ce moment-là, on est en mai 1970. Sartre fait parler les casseurs. Les casseurs sont, entre guillemets, ses amis. C'est des maoïstes, c'est des gauchistes, des gens qui travaillent avec lui, notamment dans la cause du peuple qu'il dirige depuis peu de temps. Et l'idée, c'est de montrer qu'ils ne sont pas que des casseurs, qu'il y a une légitimité aussi, peut-être parfois, de la violence. Sartre, sa position à la cause du peuple, c'est justement de permettre d'avoir une figure qui ne peut pas être arrêtée. Puisqu'à l'époque, pourtant, il le sera. La question était de on ne s'attaque pas à un symbole, on ne met pas Sartre en prison. Et donc voilà, il vient donner cette légitimité. Mais vous disiez tout à l'heure que le droit de manifestation n'est pas en péril. La question mérite d'être posée, puisque vous avez parlé de l'état d'urgence. Les manifestations contre la COP21, un certain nombre d'entre elles ont été interdites. Et il y a bien eu ici des possibilités de brider le mouvement social par un droit d'exception. Et à chaque fois que le droit d'exception s'est introduit, ou que des moments où une violence réelle et à la fois mise en scène a été dénoncée par les autorités, le droit de manifester a été mis en péril. Je donnerai juste un exemple. Le 14 juillet 1953, une manifestation d'Algériens à Paris, la grande manifestation du 14 juillet, mais avec sa composante algérienne à la fin du cortège, est prise à partie par la police qui ouvre le feu. 7 morts. Les journaux titrent « Émeute à la nation », alors que les morts et les blessés sont tous du côté des Algériens. La conséquence, il n'a plus été possible de manifester le 14 juillet à Paris pour le mouvement de la paix, pour le mouvement syndical, cette grande mouvance communiste qui justement avait un contre-défilé le 14 juillet en regard du défilé militaire jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. D'accord, alors juste seulement le 14 juillet, les 1er mai. Pardonnez-moi, allons un peu au-delà et retournons dans les années 70, puisque en 70, donc, la loi anti-casseurs est effectivement votée en juin. Il y a peu d'applications, et puis en 79, il y a un fait divers ou un fait politique très grave, et on reparle de la loi anti-casseurs, donc on est en 1979. 6 policiers blessés, des vitrines de magasins brisées, des passants frappés, l'entrée d'un cinéma incendié, c'est le bilan des violences d'hier après-midi à Paris dans le secteur Saint-Lazare. Une trentaine de jeunes gens casqués et armés de barres de fer et de cocktails Molotov ont frappé et cassé au hasard de leur course en avant dans les rues. Les policiers d'une voiture Pi qui ont tenté de s'interposer ont été tout simplement assommés à coups de barres de fer. Oui, on peut s'interroger, se demander qui sont donc ces voyous qui, selon tous les témoins, ont cassé pour le plaisir, sans rien dérober, qui n'ont pas hésité à bousculer, à matraquer des femmes, des enfants, qui profitaient de leur samedi pour faire des achats dans les grands magasins. La police en a arrêté 4 en flagrant délit. Ces 4 vandales sont des étudiants d'une faculté parisienne. Ils ont entre 19 et 25 ans. Ils avaient déjà été interpellés le 22 octobre 1977 pour avoir détruit des vitrines de magasins sur les Champs-Élysées. Ils appartiennent au groupement autonome révolutionnaire, un groupuscule gauchiste qui a d'ailleurs revendiqué dès hier ces actes de violence dirigés, selon eux, contre les responsables de la hausse des prix. Et la réponse d'Alain Peyrefitte, ministre de la Justice. Nous ne pouvons pas tolérer la violence. Et surtout la violence pour la violence, c'est-à-dire cette espèce de violence gratuite, sauvage, qui consiste à casser, à piller et à se battre contre des gardiens de la paix, contre des agents de la force publique qui sont destinés à assurer la sécurité des Français. Alors nous allons faire appel à 2 procédures légales
premièrement, la loi anticasseurs et deuxièmement, la procédure de flagrant délit. La loi anticasseurs a été votée par le Parlement il y a 7 ou 8 ans. Le Parlement, dans sa sagesse, avait prévu exactement le genre d'exactions qui ont été produites hier après-midi dans le quartier de la gare Saint-Lazare, et c'est cette loi qu'on va appliquer. Alors on va l'appliquer. Est-ce que c'est applicable? C'est quand même extrêmement difficile d'appliquer une telle loi, non? Dans les années 70, sous Raymond Marcellin, l'État ne s'est pas privé d'emprisonner, de dissoudre un certain nombre de mouvements. Pour autant, on est 8. D'où l'émergence des mouvements autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être dissous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence légale qui permet une prise, qui permet leur dissolution, d'arrêter des leaders, et d'où, d'une certaine façon, une criminalisation de la partie la plus à gauche ou à l'extrême gauche du mouvement social, parce qu'on voit bien dans votre archive, c'est le débat de savoir est-ce que ces violences sont des violences politiques ou est-ce que gratuites. Ces violences sont des violences gratuites. Oui, avec... sauvages, purement sauvages, oui. Est-ce que c'est des gens ces groupes autonomes, qui sont des concurrents, des rivaux des grands mouvements syndicaux français? Clairement. Ce qu'il faut bien dire, quand même, c'est que le droit de manifestation, c'est conquis en France par la prise en main par les organisations du déroulement des manifestations. Voilà, les fameux services d'ordre. Voilà, les hommes de confiance et les services d'ordre. Bon, tout intérêt à ce que ça se passe plutôt bien. La première expérience de ce genre, c'est en 1909. Et en effet, c'est le Parti socialiste à l'époque, mais la CGT va également organiser cela, et donc elle discute avec la préfecture de police, elle négocie avec la préfecture de police l'itinéraire, et ensuite elle prend en charge. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que le mouvement ouvrier est allé vers la conduite, la maîtrise de ces déplacements. Parfaite transition. On est 3 mois après ce qu'on vient de voir, en mars. C'est une manifestation désormais syndicale, la CGT, pour les sidérurgistes. Et vous allez voir que le service d'ordre fait son travail, même fait très bien son travail. Vous allez voir ce qu'il arrive à ce jour-là avec la CGT et des casseurs, entre guillemets. À l'angle du boulevard Poissonnière et des grands boulevards, il y a eu un échauffouré entre les forces de l'ordre et un groupe dit autonome qui saccageait les vitrines et pillait. Notre service d'ordre qui était sur place est intervenu pour s'opposer à ce genre de choses et a poursuivi les casseurs qui étaient sur place. Dans la poursuite a été intercepté un de ceux-ci, nous l'avons fouillé. Tout d'abord, il nous a dit être de la police et effectivement, nous avons trouvé la plaque officielle de la police délivrée par le ministère de l'Intérieur, avec son numéro derrière. Nous avons trouvé également sa carte de police officielle. Donc les cartes sont un peu troublées. La CGT fait le travail de la police fait le travail des casseurs. Emmanuel Blanchard. On ne peut pas dire que la CGT fasse le travail de la police. La CGT, elle est dans cette optique où la manifestation est un droit négocié. Donc elle est dans ce rôle où elle a une relation avec la préfecture de police, comme l'a rappelé Michel Pigenet, en particulier depuis cette fameuse manifestation Ferrer de 1909. Mais donc, pour un certain nombre de groupes, ça fait du service d'ordre de la CGT, un ennemi secondaire, l'ennemi principal étant la police, et l'ennemi secondaire étant le service d'ordre qui, au fur et à mesure où les manifestations sont de plus en plus violentes, est lui-même en charge d'une certaine façon d'exfiltrer un certain nombre de personnes. Et on le voit aujourd'hui, c'est un des débats, des manifestations aujourd'hui où certains groupes radicaux considèrent que les services d'ordre font le travail de la police, sont encore plus violents que la police et sont des alliés objectifs de la police. Bien sûr. Et ce qu'on voit ici, c'est aussi une histoire qui est une histoire longue. C'est l'histoire de jusqu'à quel point un certain nombre de groupes dits violents, dits autonomes, ne sont pas infiltrés par les forces de l'ordre. L'infiltration pouvant être réelle, on l'a vu encore avec l'affaire Sivens, par exemple, ou l'infiltration pouvant être dans les manifestations des policiers en civil au cœur des manifestations qui n'empêchent pas les violences, voire y incitent jusqu'à un certain point et ne se révèlent policiers qu'au bout d'un certain temps. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le mouvement syndical, la manifestation, c'est un peu comme la grève sur une autre modalité. C'est-à-dire que là, on a affaire à une manifestation qui est appelée une manifestation nationale à l'appel de la CGT et au fond, les casseurs, les autonomes sont vus
par la CGT comme des briseurs de manifestations. Ce qui d'ailleurs se passera ce jour-là. Parce qu'il y a de tels affrontements que la manifestation n'ira pas jusqu'à son terme. Donc on ne sait plus qui est l'allié de qui est l'allié objectif de qui dans cette histoire. La CGT veut réussir sa manifestation, c'est-à-dire avoir le maximum de monde. En vous écoutant, on se rend compte à quel point on est dans des problématiques actuelles. Ah, ben, de ce côté-là, il y a en effet rien de nouveau sous le soleil, sauf une chose quand même. C'est que l'affaiblissement du mouvement syndical actuel fait que l'organisation du service d'ordre a dû être réétablie en cours de route. Alors juste, parce qu'il faut avancer, malheureusement, le temps file. En 1980, la gauche revient au pouvoir et va abroger la loi anti-casseurs avec les arguments de François Mitterrand qu'on a entendus tout à l'heure. Et puis en 2009, cette loi anti-casseurs, ou en tout cas ce qui y ressemble, revient un peu par la fenêtre. Proposition de loi de Christian Estrosi, et ça donne l'objet d'un débat dans le journal de France 2 en 2009. Bandes violentes, c'est aujourd'hui que la proposition de loi sur le sujet est discutée à l'Assemblée. La mesure phare du texte, vous le savez, est de créer un délit spécifique de participation à une bande. Est-ce efficace? Est-ce légitime? Il y a débat. 3 ans de prison pour participation à une bande violente. C'est la mesure phare de la proposition de loi. Le risque, il est réel, en tout cas juridiquement parlant. Lors des grandes manifestations, des personnes pourront être interpellées si elles ont participé à cette manifestation et que dans cette manifestation, des gens étaient armés, même s'ils n'avaient rien à voir avec les gens armés. Et c'est bien souvent les jeunes eux-mêmes, étudiants ou lycéens, qui veulent se séparer des casseurs. Si on se met derrière mon hôtel de ville à jouer de la guitare, on ne va pas appliquer la loi sur les bandes. Bon, cette loi qui a beaucoup critiqué la gauche, elle n'a pas été abrogée par la gauche. Est-ce que c'est un retour de la loi anti-casseurs? Est-ce que finalement on revient toujours sur les mêmes débats? Est-ce qu'il y a une récurrence un petit peu de ces problématiques? Ce qui a changé, c'est que cette loi visait plus spécifiquement les jeunes de banlieue. C'est ainsi qu'on les catégorise aujourd'hui. Et non plus les groupes gauchistes, comme on disait dans les années 1970. Donc là, on est dans une loi qui participe d'un ensemble de lois sécuritaires, bien plus d'un ensemble de stigmatisation d'une partie des populations de banlieue, bien plus qu'une loi de contrôle du mouvement social ou des manifestants d'une manière plus générale. Et les policiers ont un petit peu changé leur rôle dans les manifestations. Désormais, ils sont davantage au contact des manifestants. Peut-être on peut dire un mot pour terminer là-dessus, parce que ça résonne aussi beaucoup. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, d'une certaine façon, la diminution de la violence dans les manifestations s'est opérée pendant plusieurs années par une mise en retrait de la police. Non pas son absence, mais à distance des manifestants. Et ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est une autre stratégie qui consiste au contraire à serrer les manifestants. C'est une tactique un peu à risque, puisque vous mettez en contact des gens qui ne sont pas forcément prêts à sympathiser. Merci, on s'arrêtera là-dessus. Je rappelle donc, Michel Pigenet, votre dernier livre, Une histoire de la CGT, aux éditions de l'Atelier. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Bon. Et Emmanuel Blanchard, un livre un peu plus ancien mais très intéressant, La police parisienne et les Algériens, 1944-1962, chez Nouveau Monde Édition. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. Merci. On parle beaucoup du salaire des grands patrons. On en parlait aussi il y a quelques années, en 1989, lorsqu'en plein mouvement de grève chez Peugeot, le Canard enchaîné révélait le salaire de Jacques Calvet, son patron, et Henri Krasucki, à la tête de la CGT, avait de quoi répondre. 1 milliard de francs, bon, ça dépasse l'entendement d'un type normal. Mais pour gagner 1 milliard de francs, à 6 000 francs par mois, il faut travailler 152 siècles. Eh oui, faites les comptes, ça a l'air incroyable. Eh bien, des milliards de francs, c'est comme ça que se chiffre la fortune des Peugeot. Et comme ils trouvent que ce n'est pas assez, sur une année, ils en reprennent 64%. Jacques Calvet gagnait alors 30 fois le salaire d'un ouvrier d'une de ses usines. La rémunération doublée récemment de Carlos Tavares, le patron actuel de PSA, représente plus de 200 fois le salaire d'un ouvrier. Et puis, comme chaque semaine, un conseil de lecture pour terminer cette émission. J'ai choisi un petit livre, Ce que peut l'histoire du médiéviste Patrick Boucheron aux éditions Fayard. Un livre qui est en fait le texte de sa conférence inaugurale prononcée en décembre dernier au Collège de France. Alors, que peut l'histoire ?
certainement pas, selon Patrick Boucheron, nous offrir des certitudes quant à l'avenir. Non, non, l'histoire n'a pas vocation à nous offrir ce qu'il appelle un devenir sans surprise, d'autant plus que, selon lui, beaucoup puisent dans l'histoire le miel de leur thèse décliniste. Bien au contraire, l'histoire peut nous dire à quel point les champs des possibles sont vastes et qu'il est de notre devoir d'inventer notre présent et notre avenir. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, une invitée du passé, c'est Évelyne Leclerc, la speakerine en 1970. Cette émission se termine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un agréable dimanche. Au revoir. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.